Chabot, tout ça lui avait tiré dessus à boulet rouge. Alors il disait toujours Il le des petits top. détestait plus que quiconque. À la fin de sa vie, Jean Gabin ne parlait plus beaucoup. Il écoutait, il regardait, puis il coupait court. Certains noms faisaient tomber le silence d'un seul coup. Son visage se fermait, sa voix devenait sèche. Il ne criait pas, il ne s'expliquait pas, il n'avait plus besoin. Dans les années 70, il était déjà une statue vivante du cinéma français, respecté, craint, intouchable en apparence. Mais derrière cette façade solide, il restait des cicatrices, des humiliations publiques, des trahisons lentes, des articles qu'il avait exposés comme un vestige du passé, des jeunes loups qui avaient attaqué ce qu'il protégeait le plus. Son statut, son autorité, son nom. Le monde avait changé. La nouvelle vague balayait les anciens. Les critiques parlaient de modernité. On murmurait que Gabin appartenait à une autre époque. Certains riaient, certains comparaient, certains l'enterraient vivant dans les colonnes des journaux. Il encaissait, il observait, mais il n'oubliait rien. Il avait connu la guerre, l'exil en Amérique, le retour difficile. Il avait reconstruit sa carrière à la force du silence. Alors, quand on tenta de le briser une seconde fois, il ne répondit pas avec des cris. Il répondit avec du mépris, avec une distance glaciale, avec une mémoire longue. Toute sa vie, un seul nom est resté gravé dans sa colère. Puis un autre, puis encore un autre. 5 visages, 5 conflits, 5 moments où il s'est senti trahi, humilié, attaqué devant tout un pays. Il n'a jamais dressé cette liste publiquement, mais ceux qui l'ont connu savent qu'elle existait. Avant de plonger dans cette liste, il faut comprendre qui Jean Gabin était vraiment. Il est né en 1904 à Paris, fils d'artiste de café-concert. Rien d'aristocratique, rien d'élégant au départ. Jean Gabin n'était pas destiné à devenir un monument. Il était massif, réservé, parfois maladroit. On le jugeait trop brut, trop populaire, pas assez raffiné pour les salons intellectuels. Ses débuts ne furent pas glorieux. Il enchaîne les petits rôles. On le regarde de haut. On le considère comme un acteur correct, sans plus. Puis viennent les années 30. La grande illusion, le quai des brumes. Sa voix devient une signature, son regard une menace silencieuse. Il incarne l'homme français blessé, digne, tragique. Il devient immense. Mais la guerre brise tout. Il part aux États-Unis. Hollywood ne l'accueille pas comme un roi. Il est perdu. Son accent gêne. Ses films ne marquent pas. On murmure qu'il est fini, qu'il ne survivra pas à l'exil. Il revient en France avec une réputation faiblie. Certains le disent détruit. Les années d'après-guerre sont dures. Les producteurs hésitent. La presse attaque. On parle d'un mythe usé, d'un acteur brisé par le temps. Chaque article est une gifle. Chaque critique une tentative de l'exposer comme dépassé. Il reconstruit pourtant, lentement, sans sourire. Mais plus il monte, plus la pression devient violente. Être Jean Gabin signifie ne jamais flancher, ne jamais douter, ne jamais perdre la face. L'ego devient armure. Le silence devient arme. Il ne pardonne pas facilement. Il n'oublie pas les mots. Il garde en mémoire les humiliations, les regards condescendants, les comparaisons blessantes. Ceux qui l'ont attaqué ont cru qu'il ne réagirait pas. Il se trompait. 5 personnes ont laissé des cicatrices qu'il n'a jamais oubliées. Numéro 6 Q Jean-Paul Belmondo. C'était celui qui symbolisait la menace. Quand Jean-Paul Belmondo apparaît à la fin des années 50, le paysage change brutalement. La nouvelle vague explose. Les critiques encensent une génération qui rejette les codes anciens. Caméra à l'épaule, dialogue cassé, provocation. Et au milieu de cette tempête, un nom revient sans cesse dans les comparaisons: Jean Gabin. Au début, il n'y a pas d'attaque directe. Seulement des articles, des unes de magazines, des phrases ambiguës. On parle du nouveau visage du cinéma français. On explique que Belmondo incarne l'avenir, et implicitement que Gabin incarne le passé. La comparaison devient obsessionnelle. On oppose la brutalité contrôlée de Gabin à la désinvolture insolente de Belmondo. L'un serait le monument, l'autre la révolution. Puis viennent les interviews. Belmondo jeune, sûr de lui, parle librement. Il explique que le cinéma doit casser les statues. Il évoque une génération qui ne veut plus jouer comme avant.
Il ne cite pas toujours Gabin, mais tout le monde comprend. Chaque phrase devient une attaque indirecte. Chaque sourire devant les journalistes devient une gifle silencieuse. Pour Gabin, ce n'est pas une simple rivalité artistique, c'est une tentative de l'exposer comme dépassé. Il voit les affiches. Il voit les critiques applaudir les films de la nouvelle vague, tout en qualifiant son style de classique dans son monde. Classique signifie déjà enterré. L'humiliation n'est pas frontale. Elle est progressive. Elle s'installe dans la presse. Elle s'installe dans les conversations. La violence est médiatique. Les plateaux télé parlent du renouveau. Les journalistes demandent si les anciens doivent laisser la place. On ne prononce pas toujours son nom, mais on parle de lui. Il sent qu'on attaque ce qu'il protège le plus, son autorité, son statut de pilier, son identité. Le moment précis survient lors d'un grand événement du cinéma français au début des années 60. Dans les coulisses, un journaliste demande à Belmondo ce qu'il pense des monstres sacrés qui dominent encore l'écran. La réponse est légère, presque ironique. Il parle de respect. Puis il ajoute que le public veut autre chose désormais. La salle rit doucement. Pas contre Gabin. Mais le message est clair. L'époque change. Gabin entend la phrase plus tard. On la lui répète. Il ne répond pas publiquement. Il ne cherche pas la confrontation. Mais quelque chose se ferme. Pour lui, ce n'est pas seulement une question de cinéma. C'est une tentative de le briser symboliquement, de l'humilier devant une génération entière, de le transformer en relique. Il n'a jamais attaqué Belmondo frontalement, il n'a jamais déclenché de scandale, mais il a cessé de le considérer comme un simple collègue, dans son esprit. Belmondo était devenu le visage d'un monde qui voulait le remplacer, et cela il ne pouvait pas l'accepter. Ce moment ne l'a jamais quitté. Numéro 4, Alain Delon, personne ne l'a humilié comme lui. Avec Alain Delon, la tension n'était pas théorique. Elle était visible, physique, presque électrique. Il partage l'écran dans Mélodie en sous-sol. 2 générations face à face. Le vétéran massif, le jeune prédateur élégant. Le public adore. La presse exagère. Les comparaisons deviennent agressives. Delon est au sommet de sa beauté et de son ambition. Il comprend très vite comment fonctionne l'image. Il joue avec. Il la provoque. Dans les interviews, il parle d'indépendance, de pouvoir, de contrôle total sur sa carrière. Il affirme qu'un acteur doit imposer sa loi. Cette phrase répétée partout résonne mal chez Gabin, car sur un plateau, la loi avait toujours été la sienne. Le conflit ne se déroule pas en public. Il est plus subtil. Sur le tournage, Delon négocie son cadrage. Il surveille son image. Il exige une place égale sur les affiches. Ce n'est pas une insulte directe. Mais c'est une attaque symbolique. Gabin n'a jamais partagé l'autorité. Il la possédait. La violence est silencieuse mais constante. Les journaux titrent sur la relève. Certains osent écrire que Delon dépasse déjà Gabin en modernité. Le mot modernité revient comme une lame. Il signifie que Gabin appartient au passé. On l'expose sans le nommer comme l'ancien monde qui doit céder. Puis arrive le moment précis. Une interview de Delon où il évoque les anciens monstres sacrés. Il parle de respect, encore une fois. Mais il ajoute que le public d'aujourd'hui veut des acteurs qui prennent des risques qui ne se reposent pas sur leur réputation. La phrase est courte, tranchante. Elle circule. On la rapporte à Gabin. Pour lui, c'est une humiliation publique déguisée en compliment. Comme si on insinuait qu'il vivait sur son passé, qu'il était devenu statue figée. Or, Gabin détestait être réduit à une image. Il se voyait comme un survivant, pas comme une relique. Sur les plateaux suivants, la distance est nette, politesse froide, regard calculé, aucun éclat, mais plus aucune confiance. Delon représente ce qui menace directement sa place, pas seulement un changement d'époque, un remplacement. Gabin ne s'est jamais lancé dans une guerre ouverte, il ne criait pas, il observait, mais intérieurement quelque chose avait été brisé, il avait été exposé comme celui qu'on pouvait défier. Et dans son monde, défier signifiait attaquer. Certaines blessures ne disparaissent jamais. Numéro 3, Jean Renoir. Il a attaqué ce qu'il protégeait le plus. Au départ, Jean Renoir n'était pas un adversaire, il était un allié. Un artisan majeur de la grande illusion. Ensemble, ils ont créé un film qui a marqué l'histoire.
Renoir comprenait la présence de Jean Gabin. Il savait utiliser son silence, sa densité, son regard fermé. Ce fut un sommet, une alliance rare. Mais la guerre fracture tout. Renoir quitte la France. Il s'installe aux États-Unis. Il s'éloigne du cinéma populaire qui avait porté Gabin. Les années passent, les contextes changent, les visions aussi. Renoir développe une approche plus libre, plus intellectuelle. Gabin revient d'Amérique avec des cicatrices, une carrière affaiblie et un besoin vital de stabilité. Leur distance devient idéologique. Renoir parle d'un cinéma qui doit évoluer, qui doit se libérer des figures trop installées. Il évoque la nécessité de renouveler les visages. Ce ne sont pas des attaques frontales. Mais pour Gabin, le message est clair. On parle de dépasser les icônes. On parle d'abandonner les piliers d'hier. La violence ici n'est pas scandaleuse. Elle est plus froide, plus insidieuse. Renoir accorde des interviews où il met en avant d'autres acteurs comme symbole du futur. Il célèbre une nouvelle génération. Il explique que le cinéma ne doit pas rester figé dans des archétypes virils et tragiques. Certains y voient une critique implicite du personnage que Gabin incarnait. Puis vient le moment précis. Dans une conversation rapportée par la presse culturelle, Renoir affirme qu'aucun acteur ne doit devenir prisonnier de son image, que le mythe peut finir par détruire l'homme. La phrase est philosophique, mais elle vise exactement le type de carrière de Gabin, l'acteur massif, le symbole national, l'homme devenu figure. Pour Gabin, cette phrase est une trahison. Renoir connaissait ses doutes, ses efforts pour ne pas être réduit à une caricature. Et pourtant, il semble cautionner l'idée que ce mythe doit être dépassé. C'est une humiliation subtile, une exposition publique de sa vulnérabilité. Il ne répond pas, il ne polémique pas, mais il se referme. Pour lui, Renoir avait brisé quelque chose de plus profond qu'une collaboration. Il avait touché à son identité, à ce qu'il protégeait le plus, son statut d'acteur majeur et non de relique. Et il ne lui a jamais pardonné. Numéro 2 Huck, Fernandel. Ce fut une humiliation silencieuse. Fernandel n'était pas un ennemi déclaré. Il n'y avait pas d'insulte publique, pas de scandale ouvert. Mais il y avait une concurrence réelle, froide, mesurable. Dans les années 50 et 60, le box-office français se divise souvent entre deux noms. D'un côté, Jean Gabin, figure grave, autoritaire, incarnation de l'homme blessé. De l'autre, Fernandel, sourire immense, comédie populaire, accessibilité totale. Le public adore les deux, mais la presse adore comparer. Chaque saison devient un duel chiffré. Qui a fait le plus d'entrées? Qui attire davantage les familles? Qui incarne le vrai visage de la France? Pour Gabin, ce terrain-là est dangereux. Il ne veut pas être mesuré. Il veut être respecté. Fernandel lui semble plus léger, plus ouvert. Il parle facilement aux journalistes. Il accepte les plateaux de télévision. Il cultive une image sympathique. Gabin observe cela avec distance. Pour lui, la popularité excessive peut devenir une faiblesse. Mais lorsque les chiffres tombent et que certains films de Fernandel dépassent les siens, la situation change. La violence n'est pas artistique. Elle est commerciale. Les journaux titrent sur le roi du box-office. Certains éditorialistes insinuent que le public préfère désormais rire plutôt que contempler la gravité gabinienne. On écrit que l'époque des hommes taciturnes s'efface devant celle des visages expressifs. Chaque phrase est une réduction, une simplification brutale de son travail. Puis vient un classement annuel des entrées nationales. Fernandel arrive en tête, Gabin est derrière. Les chiffres sont publics, les comparaisons aussi. Dans un article, un chroniqueur affirme que le cinéma français a changé de centre de gravité, que l'autorité dramatique n'est plus la clé, que le public choisit la chaleur plutôt que la dureté. Pour Gabin, c'est une exposition crue. On ne critique pas son talent. On le déplace, on le met en second plan, on le classe. Lui, le monument réduit à une ligne statistique. Ce n'est pas une insulte directe, c'est pire, c'est une dégradation symbolique. Il ne s'attaque jamais frontalement à Fernandel. Il ne lance aucune pique publique, mais intérieurement l'idée d'être remplacé dans le cœur du public le frappe durement. Il se sent attaqué dans ce qu'il avait reconstruit après la guerre. Son autorité,
sa centralité. Fernandel n'a peut-être jamais cherché à le briser, mais le système médiatique les a opposés. Et Gabin, fier et silencieux, a vécu cette comparaison comme une humiliation. Ce fut une humiliation silencieuse. Et numéro 1, Jean-Luc Godard. C'était l'attaque frontale. Avec Jean-Luc Godard, il n'y avait plus de sous-entendus, plus de rivalité implicite, plus de chiffres de box-office. Il y avait une rupture idéologique, une fracture publique, une volonté affichée de détruire le cinéma ancien pour imposer un nouveau langage. Au début des années 60, la nouvelle vague ne cherche plus seulement à exister, elle veut remplacer. Et dans les discours critiques de Godard, une idée revient sans cesse. Le cinéma français s'est endormi dans ses conventions. Il faut briser les structures. Il faut attaquer les figures installées. Il faut exposer les mythes. Pour Jean Gabin, cela ne vise pas seulement une esthétique, cela vise son identité. Il est précisément cette figure installée, ce pilier que l'on doit renverser pour prouver que le monde avance. Godard ne l'insulte pas directement. Il est plus subtil. Dans des entretiens, il parle du cinéma académique. Il évoque des acteurs figés dans une image. Il explique que l'époque des grands mâles tragiques appartient à une France révolue. La presse comprend. Les critiques relaient. On cite des noms sans les écrire. Mais tout le monde sait. La violence est intellectuelle. Elle est médiatique. Chaque article célébrant Godard devient implicitement une attaque contre Gabin. Chaque débat sur la modernité transforme Gabin en symbole du passé. On l'expose comme une statue lourde face à une caméra libre et nerveuse. Puis vient le moment décisif. Un texte critique lié au mouvement de la nouvelle vague qualifie certains monstres sacrés de reliques respectables. Le mot circule. Relique. Respectable mais dépassé. Le compliment est empoisonné. Respecté mais déjà enterré. Gabin entend le mot. On le lui rapporte. Il ne réagit pas publiquement. Mais pour lui, c'est une humiliation claire. On ne critique pas seulement un style. On réduit une carrière entière à une époque morte. On détruit symboliquement un homme encore vivant. Il se replie davantage. Il choisit ses rôles avec plus de dureté. Il impose le silence comme réponse. Il refuse d'entrer dans le jeu des débats intellectuels. Mais dans son cercle privé, le nom de Godard ne provoque aucun sourire. Ce n'était plus une question d'ego simple. C'était une tentative de redéfinir l'histoire sans lui, de l'exclure du présent, de le briser symboliquement devant une nouvelle génération. Il ne lui a jamais pardonné. Spécial pic, Marlène Dietrich. Ce n'était pas un ennemi, c'était pire. Avant les polémiques, avant les guerres d'ego, il y avait elle, Jean Gabin la rencontre pendant la guerre, aux États-Unis. 2 exilés, 2 stars loin de leur territoire. Elle déjà légende internationale. Lui déraciner incertain cherchant à reconstruire. Leur relation est intense, passionnelle, mais déséquilibrée. Dietrich est intégrée à Hollywood. Elle connaît les codes. Elle maîtrise la presse. Gabin, lui, se sent étranger. Ses films américains ne fonctionnent pas. Il perd de l'influence. Il perd de l'assurance. À ses côtés, il n'est plus le monument français. Il devient l'homme qui doute. Au début, elle le soutient. Puis les tensions apparaissent. Elle ne comprend pas son besoin de revenir en France. Elle lui conseille de rester, de s'adapter, de penser carrière avant orgueil. Pour elle, le monde est international. Pour lui, la France reste essentielle. Son identité est liée à son pays, à son public. La fracture est là. Lorsqu'il décide de rentrer, elle ne le suit pas. Elle reste. Le choix est brutal. Pas de scandale public. Pas d'attaque médiatique. Mais une trahison intime. Pour Gabin, ce départ n'est pas seulement sentimental. C'est symbolique. Il se sent abandonné au moment où il est le plus fragile. La presse parle de leur séparation. Les rumeurs circulent. On suggère que Gabin a perdu plus qu'un amour. Qu'il a perdu une opportunité mondiale. Certains insinuent qu'il a fait le mauvais choix. On expose son retour en France comme un repli, comme une défaite. C'est là que la blessure devient profonde. Avec les autres, il s'agissait d'ego, de pouvoir, d'image. Avec Dietrich, il s'agissait de vulnérabilité. Elle avait vu l'homme derrière le monument. Elle connaissait ses doutes. Et malgré cela, elle est restée ailleurs. Elle n'a pas combattu à ses côtés.
Il n'a jamais parlé publiquement avec amertume. Il gardait le silence. Mais ceux qui l'ont connu disent qu'il ne prononçait son nom qu'avec une froideur inhabituelle. Pas de haine spectaculaire, pas de scandale. Seulement une cicatrice invisible. Ce n'était pas un affront public, c'était une solitude. À la fin, il ne restait plus que le silence. Jean Gabin n'était pas un homme qui criait. Il n'écrivait pas de mémoires vengeurs. Il ne multipliait pas les interviews pour régler ses comptes. Il encaissait, il observait, il mémorisait. Belmondo représentait la génération qui voulait le remplacer. Delon incarnait l'ambition qui défiait son autorité. Renoir avait touché à son identité artistique. Fernandel l'avait exposé à une concurrence chiffrée. Godard avait tenté de redéfinir l'histoire sans lui, et Dietrich avait laissé la blessure la plus intime. Aucune de ces cicatrices n'était spectaculaire, mais chacune l'a durci. Chaque humiliation publique l'a rendu plus froid. Chaque trahison l'a poussé à se protéger davantage. Il ne cherchait pas à être aimé, il cherchait à survivre. Il ne fut jamais un saint, il ne fut jamais un homme facile. Son ego était massif, son silence était une arme. Mais c'est précisément cette dureté qui l'a maintenu debout dans un monde qui changeait brutalement. On parle souvent des héros, on parle rarement des survivants. Les hommes qu'il détestait plus que quiconque ont façonné son caractère, ils ont aiguisé son regard, ils ont renforcé son autorité, ils ont transformé ses blessures en carapace. À la fin, les gentils ne gagnent pas, ils survivent, et c'est pour cela qu'on se souvient de lui.